Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Merci à la Fondation Droits d'Enfance pour son invitation d'abord, et puis pour la tenue de ce colloque sur ce thème de réunir ou séparer la fratrie à l'épreuve du réel. Du réel, je vais vous en parler. Je suis très heureux d'être là. Et puis pour un défenseur des enfants, d'être là dans une fondation qui a le courage, l'intention, au-delà de l'intention, qui se nomme Droits d'Enfance, forcément, vous avez une exigence dont on va pouvoir échanger. Alors, je suis le défenseur des enfants, je suis l'adjoint de Clérédon, la défenseur des droits. Donc sans doute vous parler quelques mots sur d'où je parle et de comment je vais pouvoir, à partir d'un certain nombre d'instructions, faire état du thème qui vous réunit aujourd'hui, qui nous réunit aujourd'hui. Donc le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante à valeur constitutionnelle. L'article 71-1 de la Constitution dit que le défenseur des droits veille au respect de nos libertés et de nos droits par les institutions. Donc dans un État démocratique, c'est assez intéressant de voir comment un État dit qu'il peut être faillible en matière d'accès aux droits, et donc d'avoir une autorité administrative indépendante pour venir vérifier au fond comment le droit est réellement mis en œuvre, et notamment pour les plus vulnérables. Alors, ce défenseur des droits, qui existe depuis 2011, a été créé par une réforme constitutionnelle de 2008 et qui a fusionné un certain nombre d'autorités administratives indépendantes que vous connaissiez. La plus ancienne était le médiateur de la République, qui existait depuis 1973, avec la HALD, qui était la haute autorité de lutte contre les discriminations, qui existait depuis 2004. La Commission nationale de déontologie de la sécurité, c'est-à-dire que le défenseur des droits est aussi l'organisme indépendant qui veille au respect par les forces de l'ordre des règles éthiques, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la violence légitime, les policiers, les gendarmes, les douaniers, la SNCF, la police de la SNCF, et l'administration pénitentiaire et les entreprises privées de sécurité. Nous sommes, depuis 2016, et renforcés par le Sénat il y a 2 ans dans l'application d'une directive européenne, pour protéger et orienter les lanceurs d'alerte. Et ça ne vous surprendra pas que je puisse vous dire qu'aujourd'hui, après avoir été défenseur des droits, été saisi par des lanceurs d'alerte dans le monde de la banque, de l'industrie, dans le monde écologique, eh bien, nous sommes de plus en plus saisis par les professionnels et les acteurs du médico-social. Et puis le défenseur des enfants, qui lui existait depuis 2000. Et en tant que défenseur des enfants, ma mission, elle est de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément aux droits positifs, mais conformément aux engagements internationaux de la France, et notamment la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors concrètement, le précédent défenseur des droits, Jacques Toubon, quand il est parti en juillet 2020, l'institution enregistrait et instruisait environ 100 000 réclamations par an. Nous avons terminé l'année 2023. 3 ans après, nous sommes à 140 000. 40 000 instructions en plus. 40 000 saisines en plus. Alors on pourrait dire que le défenseur des droits les défenseurs des enfants sont un peu plus connus, mais c'est principalement dû à l'éloignement des services publics. Alors quand je dis ça, ce n'est pas dirigé contre les fonctionnaires, c'est dirigé contre un certain nombre de choix politiques qui se concrétisent aujourd'hui, et puis d'autres effets, notamment comme la dématérialisation. La dématérialisation, peut-être que vous-même d'ailleurs, alors vous avez peut-être eu, en voulant avoir accès à vos droits, vous êtes branché sur France Connect et vous avez le sentiment que votre situation ne rentre jamais dans les cases, et vous avez peut-être eu envie de jeter votre ordi par la fenêtre de temps en temps, parce que voilà, ou de vous reconnecter à 2h du matin. Forcément, pour les plus vulnérables, ça crée quoi? Ça crée des gens qui n'ont pas touché leur retraite depuis 2 ans, des veufs et veuves qui n'ont pas leur reversion, ce sont des prestations familiales qu'on ne reçoit pas, du RSA qu'on ne reçoit pas, et principalement le droit des étrangers. Nous avons une augmentation de 250% de réclamations en 5 ans sur le droit des étrangers. Et je vous dis ça parce que derrière, bien entendu, il y a des enfants
puisque je ne vous parle pas de primo-arrivants, je vous parle de gens qui sont sur le territoire français en situation régulière depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est le cas d'une personne âgée algérienne qui n'a pas pu, parce que ça prenait trop de temps, son titre de séjour n'était pas reconduit, elle n'a pas pu se rendre à l'enterrement de son fils en Algérie. Donc forcément, ça crée un certain nombre de rancœurs et d'insécurité publique qui peuvent se traduire parfois dans un certain nombre de manifestations. Et puis, eh bien, quand vous n'avez pas votre titre de séjour, vous perdez votre travail, vous perdez votre habitation et vos enfants perdent leur école. Et quand vous savez qu'en France, lorsque vous avez été scolarisé et que vous perdez votre école, il vous faut environ 6 mois pour retrouver une école, vous pouvez imaginer comment ces familles vivent dans cette insécurité, dans cette sidération permanente. Alors, en matière de défense des droits de l'enfant, j'y reviendrai. Depuis que je suis défenseur des enfants, depuis 3 ans, c'est à peu près 13 000 instructions que les services ont menées. Alors, nous avons 600 délégués sur l'ensemble du territoire national, métropole et outre-mer, à Mayotte, j'y étais il y a 2 mois, à La Réunion, aux Antilles, Saint-Pierre-et-Miquelon, etc., qui, eux, vont rétablir les gens dans leurs droits le plus rapidement possible. Donc, ils ont ce qu'on appelle, ils font de la médiation. Ce qui est important, c'est d'éviter d'aller dans des procédures, d'éviter que les personnes aillent encombrer des tribunaux déjà bien surchargés, mais c'est surtout que beaucoup de nos concitoyens ou beaucoup des personnes n'auraient pas osé, n'auraient pas eu le courage, ne se seraient pas sentis capables d'ester en justice, donc par la médiation. Et puis, quand les atteintes aux droits sont plus caractérisées, ou qu'en tous les cas, plus caractérisées, plus fortes, plus récurrentes, eh bien, nous avons des services d'instruction à Paris. Donc moi, j'ai le plaisir et l'honneur de travailler en matière de droits de l'enfant, avec des juges pour enfants, anciens avocats d'enfants et juristes. Donc j'ai des juristes spécialisés dans la protection de l'enfance, dans le nouveau code de justice pénale des mineurs, dans le handicap, dans les dérives sectaires, dans la traite des êtres humains, etc., etc. Alors, pour que les droits de l'enfant deviennent un sujet politique, il faut les rendre publics. On n'a jamais autant entendu parler dans les médias des violences faites aux enfants, de la libération de la parole. Mais comment faire aujourd'hui que les enfants n'aient plus besoin d'attendre d'être des anciens enfants pour être écoutés? Donc il s'agit sans doute de pouvoir libérer l'écoute plus que la parole, puisque dans la très très grande majorité des dossiers que nous instruisons, les enfants avaient parlé. La question, elle est importante parce que par rapport au thème qui nous réunit aujourd'hui, la question des affects de l'enfant, la question de s'être exprimé sur ce qui lui tient à cœur est essentielle. Alors, il ne vous a pas échappé que malgré cette prise en compte médiatique et ce que moi je vois par l'augmentation des réclamations, des instructions que nous menons, aujourd'hui nous avons en matière de protection de l'enfance, nous sommes saisis dans 60 départements et nous avons des instructions systémiques dans 14 départements français. Alors quand je dis ça, bien entendu, je ne pointe personne, je parle d'un certain nombre de dysfonctionnements sur lesquels je reviendrai. Cette réalité-là, et cette réalité d'ailleurs que vous vivez au quotidien, elle montre qu'il existe une distorsion totale entre les différents plans de lutte faits contre la violence contre les enfants et la situation de la protection de l'enfance qui reste particulièrement préoccupante. Comment voulez-vous avoir une politique publique quand vous n'avez pas les chiffres? L'ONPE nous dit 350 000 enfants accompagnés en protection de l'enfance. Sans doute 190 000 à 200 000 enfants confiés, c'est-à-dire en maison d'enfants, en famille d'accueil, en foyer de l'enfance, en lieu de vie, et puis 140 150 000 en milieu ouvert. Donc on nous dit ce chiffre 350 000. Personne n'est capable de dire, l'ONPE n'est pas en mesure, parce qu'il ne partage pas toujours les mêmes logiciels avec les ODPE, j'ai dû faire une quinzaine d'ODPE en 2 ans, et personne n'est capable de dire combien de mesures sont réellement mises en œuvre. Dans chaque département où je vais, je suis toujours très bien accueilli, le directeur enfance-famille, la directrice enfance-famille, le DGA, en 30 secondes me dit, moi dans mon département c'est 50, 100, 150, 200, 300, 700, 1100. Je ne parle pas d'AEMO, je parle d'enfants confiés. Je parle d'enfants confiés. Je parle d'enfants confiés. L'inexécution des mesures n'a jamais été aussi importante en France, c'est une réalité. Donc l'inexécution des mesures qui va se rajouter aux ruptures de parcours. Et pour beaucoup de fratries, la séparation est une rupture de parcours, qui est vécue comme telle.
Difficulté d'accès aux soins, insuffisance des politiques de prévention sont autant révélatrices des tensions qui existent entre l'État et les départements. Et les annonces de restrictions budgétaires de ces jours-ci préoccupent à juste titre les collectivités territoriales qui, par ailleurs, les départements n'ont jamais autant investi financièrement le champ de la protection de l'enfance, et les gens de terrain en ont peut-être aussi peu vu l'efficacité, puisque forcément, je crois que la protection de l'enfance est passée en 20 ans de 4 milliards à 9 milliards aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les services de l'État, du côté du handicap, du côté de la pédiatrie, de la pédopsie, de la PJJ, ont augmenté leurs moyens proportionnels pour venir aussi, je dirais, avoir une vision globale des réalités. Alors, concrètement, je pourrais vous citer un certain nombre de saisines. Ce sont des... Je vous parlais d'inexécution de mesures, mais ce sont des difficultés d'accès aux soins, à l'éducation pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Ce sont des enfants qui sont tenus d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, une consultation en CMPP, en CAMS ou en CMP, donc autant de temps avant d'être pris en compte. Ce sont des adolescents soignés en psy-adulte par défaut de place en pédopsie, d'enfants victimes de violences intrafamiliales ou institutionnelles qui ne sont ni repérés ni protégés, faute de coordination entre les acteurs, d'enfants qui vivent en squat, en hôtels sociaux, dans la rue, éloignés de toute structure de soins. Et là non plus, il ne va pas vous surprendre que lorsque on vit la précarité ou l'absence de logement, on est éloigné de tous les autres droits qui sont fortement sectorisés, notamment l'éducation, la santé. Nous avons à peu près 3000 enfants qui tous les soirs vivent dans la rue en France métropolitaine, dans des gares, dans la rue. Nous avons 31 000 enfants qui vivent dans des hôtels sociaux et à peu près 6 000 enfants, selon la délégation interministérielle de l'hébergement et de l'accès au logement, qui vivent en squat. Nous sommes saisis aussi également de situations d'enfants en situation de handicap à qui, au fond, on ne confère pas le statut d'élève, ou, à contrario, au nom de la désinstitutionnalisation à marche forcée, des enfants qui sont à l'école sans réponse aux besoins et qui se retrouvent paradoxalement exclus dans une dynamique d'inclusion. Donc là, ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. Donc là, en septembre, je reçois des centaines de lettres, de courriers, principalement de mamans d'ailleurs, qui me disent moi, mon enfant, il ne s'est pas levé ce matin. Il n'est pas venu déjeuner avec ses frères et sœurs parce que lui, il n'a pas classe. Lui, il n'a pas classe parce que l'AESH qu'on m'avait promis fin juin, elle n'était pas là. On m'avait dit de surtout rappeler avant le 13 juillet, avant la fermeture de l'inspection académique. Et puis le 13, il n'y avait personne. On m'a dit de rappeler le 25 août. Quand il reprenait, j'ai eu personne. Et la veille de la rentrée, on me dit n'amenez pas votre enfant parce qu'il n'y a pas d'AESH. Ou l'AESH qui était auprès de leur enfant à 15-16 heures, eh bien maintenant, elle est mutualisée. Elle n'est plus que 6 ou 8 heures. Mais ce n'est pas grave parce qu'il ne faut pas que votre enfant s'habitue. Ou des parents qu'on appelle le jeudi soir pour dire « n'amenez pas votre enfant demain, l'AESH n'est pas là ». Et une maman de me dire « Monsieur le défenseur, est-ce que vous, si on vous disait que de ne pas amener votre enfant à l'école parce que le prof de français n'est pas là demain, comment vous réagissez ?» Vous voyez énormément de souffrance et là aussi, en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap, on est capable de dire 430, 440 000 enfants en situation de handicap scolarisés en septembre 2023. C'est plus que l'année précédente, c'est moins que l'année prochaine. Mais dans les faits, on est incapable de dire combien d'enfants en situation de handicap ne sont pas scolarisés. Et quand on regarde ceux qui le sont, eh bien, on s'aperçoit qu'un quart le sont de moins de 6 heures, un autre quart entre 6 et 12. Et pour arriver à 27 heures, c'est quasiment impossible. Ce ne serait pas forcément grave si... du fait de la réponse aux besoins, on avait la possibilité d'avoir des dispositifs médico-sociaux, ergo, ortho, etc., qui pouvaient compléter, mais c'est loin d'être le cas. Alors forcément, il ne vous a pas échappé que je ne vois que ce qui dysfonctionne. C'est parce que forcément, je suis interpellé quand les institutions, les services publics ou les associations habilitées n'ont pas pu, n'ont pas su, n'ont pas parfois souhaité pouvoir faire accéder les enfants au droit, ou par méconnaissance du droit. Alors, tous ces diagnostics sont connus, identifiés, partagés. Nous connaissons bien les conséquences des violences faites aux enfants sur leur développement, et nous entendons parler régulièrement du manque de formation, l'augmentation des précarités, les inégalités territoriales, la déconsidération des métiers de l'humain en général et du travail social en particulier. Et donc, on assiste à une situation de perte de confiance entre l'échelon politique et l'échelon opérationnel. Un jeune majeur qui avait eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance et qui intervenait à un colloque avec moi il y a 6 mois et qui donc avait c'est pas rien, avait
eu le courage et avait pris la parole, et il me disait, en refaisant le fil de ma situation, il avait eu un parcours ITEP-MEX. Il me disait, au fond, l'État et le département, on m'a placé parce qu'à la maison, ça n'allait pas du tout, à juste titre, heureusement. Mais dans ma situation, l'État et le département se sont comportés comme un couple divorcé à mon endroit. Enfin, c'est un jeune de 19 ans qui vous dit ça, je trouve que ça fait réfléchir. Alors bien entendu, je ne méconnais pas les injonctions paradoxales, les contraintes financières, mais je suis très inquiet à la fois sur ce que moi j'entends comme néologisme là, les priorités. Quand je sais que quand on parle de priorités en matière de droit, ça veut dire hiérarchiser, ça veut dire ceux qui ont accès, ceux qui n'ont pas accès. Je suis assez aussi inquiet sur la remise en cause de l'état de droit. Alors, vous avez vu que certains médias, ou même parfois certaines figures politiques, nous disent au fond que l'état de droit, ça ne peut pas être un état où vous et moi, et particulièrement les plus vulnérables, seraient consommateurs de droit en ayant oublié leurs devoirs. Non, ce n'est pas ça la définition de l'état de droit. L'état de droit, c'est un état dans lequel l'État, justement, est soumis à ses propres lois et se doit de voter, et se doit de respecter et de faire respecter ses lois. Alors forcément, en matière de protection de l'enfance, loi de 2007, projet pour l'enfant, 20% à peu près des départements a un projet pour l'enfant, effectivement. Loi de 2016 sur la préparation de la majorité, l'entretien à 1 an de la majorité, l'accès aux soins des enfants protégés, eh bien on est encore loin. La loi de mars 2022 d'Adrien Taquet, il suffit de voir les débats autour de l'hôtel, parce que il y a effectivement la précarité qui est tout à fait entendable et les effets de la crise sanitaire. Et on oublie qu'il y avait 2 décrets dans la loi de 2020. Il y avait bien entendu le décret qui disait « d'ici 2 ans, stop, vous avez 2 ans pour vous préparer et vous mettre et ne plus accueillir à l'hôtel ». Bon, on peut comprendre que ce soit compliqué, notamment, je pense à des départements frontaliers qui ont accueilli plus de jeunes étrangers. Mais on oublie qu'il y avait un autre décret qui disait pendant les 2 ans, c'est possible, mais à vous de renforcer l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est-à-dire qui fait les nuits, qui est à l'hôtel, est-ce qu'on met du personnel qualifié. Et là, c'est à part 1 ou 2 endroits où j'ai pu visiter, il y a très peu de choses. Donc c'est dans ce contexte-là, forcément que la question de la séparation des fratries arrive. Alors, peut-être que vous l'avez eu ce matin, je crois que vous avez eu un magistrat ce matin. C'est donc dans ce contexte de difficulté de la protection de l'enfance que la séparation des fratries se retrouve confrontée à l'épreuve du réel, comme vous l'avez intitulé. Le principe de non-séparation des fratries est reconnu depuis de nombreuses années par le droit français, et ce, dans l'intérêt de l'enfant. Il est d'ailleurs en lien direct avec l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui pose le principe que l'enfant ne doit pas être séparé de sa famille, donc pas de sa famille par définition, pas de ses frères et sœurs, sauf si son intérêt supérieur le préconise. La CID, d'ailleurs, la Convention rappelle que la famille est l'unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier de ses enfants, et qu'à ce titre, elle doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin par les États pour pouvoir jouer pleinement son rôle de la communauté. Ainsi, lorsqu'une décision judiciaire confie l'enfant à l'ASE, pour le protéger, la loi prévoit un certain nombre de garanties, parmi lesquelles le principe de non-séparation des frères et sœurs, et ce, je crois, depuis décembre, je crois de mémoire, le 30 décembre 96, c'est-à-dire début 97, c'est l'article 371-5 du Code civil, que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs. Bien entendu, vous le savez, cette affirmation a été renforcée récemment par l'article 5 de la loi 2022 relative à la protection des enfants, et elle est venue modifier l'article 375-7 du Code civil. L'enfant est désormais accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution. Et depuis, tout service départemental de l'ASE qui modifie une décision de placement conduisant à la séparation d'une fratrie doit justifier sa décision et en informer le juge compétent dans un délai de 48 heures. Ça veut dire que la loi va plus loin. Bien entendu, encore une fois, l'intérêt de l'enfant est à regarder de manière primordiale. Mais ça veut dire que cette loi, elle permet aussi, normalement, de réinterroger l'opportunité
l'évaluation d'enfants qui jusque-là sont séparés alors qu'ils ont eu une mesure d'assistance éducative avant la loi de 2020 et qui pourraient, sous certaines conditions, je pense par exemple à des changements majeurs, des ruptures de placement ou autres, ou un certain nombre de jeunes que vous connaissez et qui régulièrement sont amenés pour des raisons diverses et variées à changer de lieu de placement. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que, un peu bizarre, en tout cas ce qui pourrait paraître étrange, c'est que l'article 371-5 du Code civil, quant à lui, il n'a pas été modifié. Et lui, s'il pose le principe de la non-séparation des fratries, il dit « sauf si ce n'est pas possible ». Sauf si ce n'est pas possible. Alors vous imaginez tout ce qu'on peut mettre dans le « sauf si ce n'est pas possible ». Puisqu'il ne vous a pas échappé que malgré l'engagement des référents de l'aide sociale à l'enfance, ils passent leur temps à chercher des places qui n'existent pas. Donc forcément, vous avez en ce moment un certain nombre de difficultés. Alors, bien entendu, l'article 371-5 du Code civil, il y a une distorsion entre ces deux articles avec le 375. Mais il ne faut pas oublier qu'il est d'abord pour l'autorité parentale, c'est-à-dire il est renvoyé à l'autorité parentale. Les parents ne doivent pas séparer les enfants et il s'adresse principalement à toutes les difficultés dans le cadre des séparations et donc dans les compétences du juge des affaires familiales. Et puis vous dire quand même que vous savez aussi que la loi de 2016, eh bien, elle est pourtant précise sur la question du lien, puisqu'elle dit, elle dit clairement qu'il y a un caractère obligatoire et légal des départements à veiller à la stabilité des liens. Bien entendu, et vous le vivez tous les jours, il est indéniable que le maintien de la fratrie puisse être contre-indiqué. Et en tant que défenseur des enfants, il ne m'appartient pas, moi, dans les instructions, de dire si l'aide sociale à l'enfance, si tel établissement ou service avait intérêt à faire. Moi, je viens voir comment a été respecté, notamment un certain nombre de prises en compte de la parole de l'enfant et en référence à la loi. Alors, bien entendu, on pense d'abord à toutes ces situations de violences intrafamiliales qui se sont traduites par des violences au sein de la fratrie, pour lesquelles il est contre-indiqué, en tous les cas, dans un premier temps, parfois à moyen, parfois à long terme, que les enfants vivent ensemble dans le cadre de la séparation. Des situations individuelles, des projets individuels qui justifient, au titre de l'intérêt de l'enfant, qu'il ait son propre lieu d'intimité, préservé du quotidien de sa fratrie, pour éviter d'autres encore sur la surresponsabilisation, la surparentalisation des aînés à l'endroit de leurs petits frères et sœurs. Ça, c'est bon, je pense que ça mérite d'être regardé, puisque c'est aussi beaucoup le cas dans beaucoup de familles dites classiques. Ou encore des projets d'autonomie incompatibles avec le vivre ensemble. Pour autant, et l'ONPE l'a dit au moment en préparation de la loi de 2020, il faut rappeler que la majorité des enfants confiés, des fratries confiées, ne vivent pas avec leurs frères et sœurs, et que donc il y a bien entendu les cas d'enfants qui sont confiés seuls et le reste de la fratrie ne l'est pas, ou dans le cas d'un suivi AEMO, c'est 18% des cas, mais la majorité des fratries confiées le sont dans des lieux différents. Dans les instructions que nous menons aux défenseurs des droits, il n'est pas rare d'observer qu'un certain nombre d'enfants, de frères et sœurs, ne se connaissent peu au final, en fait, se sont peu vus dans le cadre de la séparation. Alors ça va par la répétition des difficultés des droits de visite et d'hébergement. Vous avez des situations où dans la fratrie où les enfants ne peuvent aller que chacun leur tour en hébergement. Vous avez des enfants des enfants qui devraient permettre, en tous les cas, des situations qui devraient permettre que les enfants au sein de la fratrie se voient le week-end. Mais alors, qui fait le week-end ? Forcément, les éducateurs de MEX, ceux qui bossent, sont dans les MEX. Les familles d'accueil ont de plus en plus un certain nombre d'enfants confiés qui dépassent leur agrément. Donc, ce n'est pas toujours simple. Et au final, il peut y avoir aussi des difficultés de transport à l'autre bout d'un département. Et l'enjeu des transports, vous le connaissez aussi, c'est assez compliqué. Le point commun de toutes ces situations est que le lien affectif de l'enfant, de ce qu'il ressent au final, passe trop souvent, au fond, après toute forme de considération ou priorité, souvent nommée par les professionnels comme ce fameux principe de réalité, et on peut le comprendre. Dans nos instructions, nous voyons aussi d'autres formes de rupture, de fratrie au sens affectif du terme, puisque nous savons bien que ce qui fait famille n'est pas que biologique. On ne construit pas uniquement des liens, on ne s'attache pas uniquement à la filiation biologique. Ce faire famille qui renvoie au lien d'attachement se traduit également avec des personnes sur qui l'enfant peut se poser et se reposer.
C'est le cas, par exemple, des enfants qui considèrent comme les enfants de la famille d'accueil comme des frères et sœurs de cœur, sur lesquels, pendant les ruptures de placement familial ou les changements, il n'y a quasiment rien, enfin, dans tous les cas, moi, dans les rapports que je lis, il n'y a quasiment rien sur ces conséquences et sur comment... et d'ailleurs, quand on interroge les enfants, c'est assez indicible pour eux de le dire. C'est aussi le cas de familles recomposées avec des frères et sœurs. Alors vous avez dans les familles recomposées, vous avez des qui ont vécu ensemble, vous avez des frères et sœurs, vous avez des demi-frères et demi-sœurs, mais vous avez aussi parfois chaque parent qui est venu avec son propre enfant et pour lequel il n'y a pas de lien biologique, mais qui sont devenus des frères et sœurs de cœur. Donc l'enjeu, c'est quels espaces sont à leur pensée. Comment on s'intéresse à la question de l'enfant et de ce qu'il exprime, de ses affects, pour imaginer des futures rencontres possibles. Voilà. Dans ce contexte-là, le défenseur des enfants que je suis fait un certain nombre, avec la défenseur des droits, nous faisons un certain nombre de recommandations. Alors, dans toutes les enquêtes que nous avons, hein, nous avons la Constitution et la loi nous a donné un fort pouvoir d'enquête. Ne pas répondre aux défenseurs des droits, c'est un délit d'entrave. Nous avons une grande force de proposition. Nous pouvons faire des observations en justice, en référé et liberté pour un jeune qui est mis en CRA jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, ce que nous avions fait pour les retours de Syrie qui prenaient du temps. Mais nous, bien entendu, et heureusement, nous ne remettons pas en cause, ce n'est pas notre travail, l'édition de justice, nous ne sommes pas la cour d'appel des premières instances. C'est un certain nombre de changements de paradigme que notre société n'arrive pas à faire et qu'il devrait faire. D'abord, alors, vous connaissez la Convention internationale des droits de l'enfant. L'année dernière, la France a été entendue par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU dans le cadre du 6e examen de la France, c'est-à-dire comment la France vient au fond, l'ONU vient vérifier comment la France met on respecte la convention qu'elle a ratifiée, puisqu'elle a été un des tout premiers, le 6e pays, je crois, sur les 196, à ratifier la convention à l'été 1990. Et j'avais donc été entendu par le Comité des droits de l'enfant en tant qu'autorité administrative indépendante, pour le comité voulant m'entendre sur, au fond, avant d'interroger la France, comment le défenseur des droits, c'est comme ça dans chaque pays, défenseur des enfants, eh bien, quelles sont leurs recommandations et leurs constats. La Convention internationale des droits de l'enfant, au fond, elle vient dire, parce que les enfants n'ont pas le droit de vote, hein, ils n'ont pas d'influence politique, économique, ils sont néanmoins détenteurs de l'ensemble des droits de l'homme dès leur naissance. Et ça, c'est fondamental. Et donc pour ça, puisque dans un État comme le nôtre, avec un État de droit où les droits ne sont pas tombés, hein, c'est que les populations, et notamment les plus vulnérables, sont allées les chercher après un certain nombre de luttes importantes. Eh bien, nous avions des droits fondamentaux, des droits constitutionnels, l'instruction, la santé, dans votre domaine, l'assistance éducative de 58, la protection administrative un an après, etc. Mais ce qui est fondamental comme changement dans la Convention internationale des droits de l'enfant, quand je la résume, c'est l'article 3 et l'article 12, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est au fond l'indissociabilité des droits de l'enfant, qui fait au nom de l'enfant en tant qu'être, mais à la fois en tant que devenir, en tant qu'adulte de devenir, pour son développement, et bien que l'enfant soit à la fois protégé, éduqué, qu'on fasse attention à sa santé, et qu'on prenne en compte ses aspirations. Et puis l'article 12. L'article 12, il est fondamental parce que c'est le droit d'être entendu dans toutes les procédures qui concernent l'enfant, le droit d'être présenté en justice. Et forcément, c'est pas simple pour les enfants, parce que si pour nous, de 18 ans jusqu'à la fin, on est censé être très discernant, vous avez vu, hein, la société va plutôt bien, on est très discernant, pour les enfants, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc on a décidé d'un certain nombre d'âges différents qui ont été... Alors, je ne dis pas qu'il faut que tous les âges soient identiques, mais en tous les cas, il n'y a pas eu de réflexion globale de la notion de consentement. J'étais dans un tribunal il y a quelque temps, je ne citerai pas, c'est pas en région parisienne, où dans le même couloir, il y avait deux JAF. Il y avait un JAF qui disait « Moi, par principe, je peux entendre un enfant dès l'âge de 5 ans » et l'autre 15 ans. Dans le même couloir. Donc vous voyez bien que la question du discernement, elle est différente. Alors, consentement à l'adoption, c'est 12 ans. Droit d'association, c'est 16 ans. Pendant le Covid, le pouvoir se faire
Vacciner sans l'accord des détenteurs de l'AP, c'était 16 ans. La responsabilité pénale, c'est 13 ans, mais vous pouvez mettre en retenue pendant 12 heures en garde à vue un enfant de 10 à 12 ans. C'est pas irréfragable. Le consentement aux relations sexuelles, c'est à partir de 15 ans. En dessous, c'est devenu un délit ou un crime en fonction des faits. Vous voyez que vous avez des âges comme ça totalement discernants. Et puis, on oublie quelque chose de fondamental, me semble-t-il. C'est que si vous savez tous, enfin, on se rappelle tous que si on devait attendre que le bébé sache parler pour lui parler, il ne parlerait jamais. C'est bien parce qu'on parle au bébé qu'il apprend à parler. Et quand l'enfant grandit, eh bien, on est sans doute... Au fond, c'est comment on donne le courage aux enfants de prendre la parole. Moi, je le vois bien dans un certain nombre d'instructions sur le harcèlement, le cyberharcèlement. Toujours très intéressant quand vous allez dans... je ne sais pas si vous êtes allé chercher vos enfants, vos petits-enfants, ou dans d'autres situations. À l'école maternelle, c'est toujours extraordinaire, l'école maternelle, parce que les enfants sont installés en U. Et l'instit est sur un petit banc, et quand elle parle aux enfants, elle parle à tous les enfants en même temps, et les enfants, quand ils parlent, eux, prennent la parole devant tout le monde, en U. Et donc, ça, des enfants, avec leur... faut accepter qu'ils choisissent leurs mots, que ça prenne du temps, faut de ne pas maîtriser toute la temporalité, d'être débordé, etc. Mais les enfants s'expriment. Et puis, même s'il y a maintenant le développement des compétences psychosociales, il suffisait juste de lire Freinet, de Crowley, pour les éduques. SP ici, ça va vous rappeler, j'imagine, j'espère en tout cas, pas que pour les plus anciens, un certain nombre de choses. Mais voilà, et beaucoup d'enfants arrivent en CP, sont remis les uns derrière les autres, et au fond, beaucoup d'enfants ont honte, peur de parler. Ils rougissent, ils ont des tics, etc. Et quand vous avez des contextes familiaux qui ne vous permettent pas toujours de vous exprimer, vous êtes sur votre tablette, vous ne mangez pas ensemble, etc., eh bien, ça fait penser à cet ado de 14 ans qui dit, mais harcelé, à qui on dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé avant ? Alors qu'en plus, il y a le programme phare maintenant. Programme de sensibilisation dans toutes les académies de France. Parce que personne ne m'a demandé mon avis quand tout allait bien, déjà. Et puis, pendant que je suis sensibilisé au programme phare, je suis en plus, ou à côté, harcelé dans les toilettes, zone de non-droit, où personne ne va. Et c'est Philippe Mérieux, la phrase de « si on devait attendre que le bébé sache parler pour lui parler », j'aurais aimé qu'elle soit de moi, mais elle n'est pas de moi. Elle est de Philippe Mérieux et d'Abdenour Bidar, qui est inspecteur général de l'éducation et philosophe. Et Mérieux, il dit, il a été instit, et il dit quand l'enfant arrive en CP, c'est extraordinaire parce que il nous connaît pas. Et la première chose qu'on lui apprend aux enfants, c'est de dire oui à tout ce que dit l'instit, ce qui est normal, l'autorité symbolique. Comment le premier soir de la rentrée scolaire, en quittant l'école, il va devoir répondre non à une espèce de personne qui ouvrirait la porte de sa camionnette pour lui dire « rentre dans la voiture ». Donc vous voyez, bon, au-delà de l'image et de la rareté du fait, heureusement, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui font que la prise en compte de la parole de l'enfant, elle n'est pas si évidente que ça, d'autant plus que tout le monde est plutôt d'accord quand il s'agit des violences faites contre les enfants, tout ce qu'a pu faire, tout ce qu'ont pu dire les anciens enfants, tout ce qu'a pu faire Édouard Durand, Nathalie Mathieu sur la Civise, etc. Mais on ignore totalement la loi de juillet 2019 sur les violences éducatives dites ordinaires, tout ce qui fait que parce qu'on fait 50 cm ou 50 kg de plus que les enfants, on aurait le droit d'employer la force. Il s'agit bien d'autre chose que d'empêcher un enfant de 5 ans de traverser la route et de le prendre dans ses bras parce qu'on a peur et de lui crier dessus. Mais c'est comment je ne sais pas si au boulot vous réglez vos problèmes comme ça, c'est-à-dire que celui qui fait 100 kilos s'assoit sur celui qui fait 50, je ne crois pas. Donc c'est un certain nombre de choses comme ça qui mériteraient d'être prises. Et puis, bien entendu, un certain nombre de changements de paradigme fondamentaux, me semble-t-il, aujourd'hui. Pour le défenseur des enfants que je suis, la protection de l'enfance, c'est bien autre chose que de l'aide sociale à l'enfance, c'est bien plus large que ça. Et je voudrais juste attirer votre attention sur la notion de famille. La notion de famille, et ça, j'essaie de le dire, notamment à l'Association des maires de France sur le service public de la petite enfance, la famille, elle a sans doute plus été modifiée dans les 50 dernières années qu'elle n'a été dans toute l'histoire de l'humanité. Alors bien entendu, tout le monde est capable de citer 1970, de la toute-puissance paternelle au bon exercice de l'autorité parentale. Dans cette société, à l'époque, éminemment patriarcale, souvenez-vous, pour les plus anciens, ou ceux qui étaient ados comme moi dans les années 80, il n'était pas rare qu'un enfant né hors mariage se fasse traiter de bâtard, et sa mère, n'en parlons pas. Donc les enfants appartenaient aux adultes, et principalement à leur père. On n'était plus sous l'Ancien Régime, mais le père était quand même le roi à la maison, et n'oublions pas que le roi était le descendant de Dieu. Mais on oublie quelque chose de fondamental. On oublie que c'est la première fois dans l'humanité
que les femmes ont pu enfin maîtriser leur fécondité. C'est-à-dire quand est-ce que je veux des enfants et combien j'en veux. Alors, je ne suis pas en train de dire que nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères n'aimaient pas leurs enfants, hein, mais je dis que parfois on ne s'attachait pas toujours à ce qui risquait de disparaître. Là, on a forcément la question du désir d'enfant, elle est éminemment importante. Et donc ça a fait évoluer le droit. Ça a fait évoluer le droit ne fait que de s'adapter. Alors je ne sais pas comment les démographes, les chercheurs vont analyser la période dans laquelle on vit sur la famille. La question de la parentalité touche bien autre chose, et ça c'est encore difficile, hein, quand je vois qu'on convoque que les détenteurs de l'autorité parentale, parfois, enfin, convoquer, excusez-moi, on invite. Je ne sais pas, alors, ce qui est sûr, c'est qu'on adore nos enfants, il n'y a pas de problème. Mais alors, si on pouvait avoir nos enfants sans leur enfance, qu'est-ce qu'on serait peinard ? On voudrait qu'ils soient autonomes dès l'âge de 3 ans, 4 ans, on voudrait qu'ils soient pénalement responsables dès 14 ans, comme les adultes, on leur balance toutes nos angoisses, et en même temps on les garde jusqu'à 30 ans à la maison, donc ça crée quelques difficultés quand même. Donc on voit bien que... Et donc qu'est-ce que ça veut dire à une époque où beaucoup de jeunes adultes se posent la question pour des raisons, et il faut être prudent, diverses et variées, sur est-ce que j'ai envie, est-ce que je vais devenir parent ? Est-ce que je vais devenir parent ? Le réchauffement climatique, la baisse de la fécondité, les perturbateurs endocriniens, la peur du déclassement, etc. etc. Mais c'est surtout beaucoup... J'aurais pu vous parler aussi du numérique, comment construire nos enfants dans le réel avant d'avoir une réalité virtuelle, mais l'autre changement de paradigme, c'est enfin de considérer que le service public de la petite enfance, c'est-à-dire les crèches, ne soit pas réservé uniquement aux enfants dont les parents bossent. Ce n'est pas un lieu de garde, c'est un lieu d'éveil. C'est un lieu d'éveil d'abord qui, en plus, contribue à reculer l'âge des premières expositions aux écrans. Donc, Nat, pourquoi en France on considère que le soutien à la parentalité s'adresse d'abord aux parents défaillants? Non, il devrait pouvoir être proposé à tous les parents, comme ça se fait dans plusieurs cultures, et pas que les cultures scandinaves. Donc voilà, ce sont un certain nombre de changements de paradigme qui, à mon avis, à la fois devraient prendre en compte l'enfant comme sujet de droit et pas objet de prise de droit. Hein. D'ailleurs, je suis assez... Enfin, les instructions dans les milliers d'instructions que j'ai concernant l'aide sociale à l'enfance, c'est assez impressionnant de voir, et d'ailleurs quand on interroge les enfants, enfants placés, c'est extraordinaire comme terme ça, enfants placés, qu'on pourrait déplacer au fur et à mesure de nos désorganisations, comment faire sa place quand il n'y en a plus, quand il n'y en a pas, c'est assez compliqué. Et en plus, quelle famille d'accueil peut avoir 3 places en même temps, quel MEX peut avoir 3 places en même temps au même endroit, enfin, vous imaginez les difficultés. Alors maintenant, il y a des appels à projets, mais il faut les construire, Action Enfance et SOS. Voilà. Et puis en plus, je pense que SOS et Action SOS Village et Action Enfance font des super boulots, mais que toutes les MEX devraient pouvoir répondre à des besoins, des appels à projets. Donc voilà, enfants placés, déplacés, enfin toutes ces questions-là, alors qu'on pourrait dire enfants confiés en termes juridiques ou enfants accueillis. Mais quand on dit enfants accueillis en protection de l'enfance, bah oui, forcément, ça renvoie à la question de la qualité de l'accueil. Donc bon, je vais arrêter là, monsieur s'est approché de moi pour me dire ça suffit. Voilà, je vous remercie.